Bonsoir à tous, bienvenue à la 143e conférence du Club IES organisée avec Interliguerie. Nous aurons l'occasion dans quelques instants d'écouter Alain Garnier et François-Régis Chaumartin pour cette conférence sur l'intelligence économique et l'intelligence artificielle. Avant de leur laisser la parole, quelques mots d'introduction. Le Club IES s'intéresse à tout ce qui a trait à l'intelligence économique, à l'influence et à la sécurité économique. C'est pour ça que nos conférences embrassent un certain nombre de thèmes, depuis le lobbying jusqu'à la cybercriminalité, en passant par le dark web, et des sujets d'ailleurs connexes, puisqu'on aura l'occasion de faire intervenir une Otis Asperger qui va nous parler de différentes formes d'intelligence et d'autres sujets connexes. La conférence de ce soir, vous connaissez le principe, on va avoir le plaisir d'écouter nos orateurs pendant environ 3/4 d'heure, suivra un débat et suivra un cocktail dînatoire. Je ne vais pas être plus long, je vais leur laisser la parole. Merci Alain Garnier et François-Régis Chaumartin. La parole est à vous. Merci à toi Jérôme. Donc c'est moi qui ai justement le privilège de démarrer en fait cette session, parce qu'en fait on va faire ça en duettiste avec François-Régis sur deux parties, comme vous avez compris. Moi j'ai plutôt abordé, vous avez la partie intelligence artificielle et intelligence économique. Je vais essayer de mixer justement à travers le prisme de l'histoire, du lien qu'il y a pu avoir et qu'il y a encore entre justement l'intelligence artificielle et l'intelligence économique. Et je laisserai mon ami François-Régis aller deep inside pour aller un peu décrypter les technos actuels et un petit peu l'avenir, un petit peu plus en profondeur par rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'effectivement aujourd'hui je suis là pour vous parler de ça? Donc moi donc je m'appelle Alain Garnier, donc je suis dirigeant fondateur d'une société qui s'appelle Jamespot, qui est éditeur de logiciels. Donc ceux qui m'ont vu effectivement dans d'autres contextes autour de la problématique de tout ce qui est réseaux sociaux, plateformes collaboratives, ça c'est mon histoire d'aujourd'hui. Mais il se trouve que j'ai un lourd passif dans la question justement de la veille et de l'intelligence artificielle, parce que au siècle précédent, c'était ça mon histoire. Ça a même été mon histoire je vous raconterai ça, de jeunes chercheurs ou en tout cas informaticiens dans les années 90, une certaine période par rapport à cette question d'intelligence artificielle. Donc moi justement ce que je vais essayer de faire, c'est vous donner un peu le lien qu'il y a pu y avoir historique entre ce qu'on a aujourd'hui et ce qui s'est passé dans l'intelligence artificielle, dans l'intelligence économique, enfin ce qui s'appelait aussi la veille un petit peu avant. D'ailleurs les deux termes sont apparus, se sont un peu télescopés à travers cette vision-là. Vision à la fois, vous allez voir, sociétale et un petit peu aussi entrepreneuriale, avant de basculer sur une rapide aussi analyse du rapport Villani, parce qu'en fait aujourd'hui on est dans un contexte très fort, hein, le mot aussi a été mis là dans l'introduction, parce qu'on est à un moment où la force publique se repose la question de l'intelligence artificielle. Alors que ce n'est pas la première fois, mais là il se la pose de manière à la fois officielle et à la fois dans des termes un peu renouvelés. Ça va être ça l'objectif en fait, un peu de décrypter tout ça. Alors décrypter justement l'histoire, ça commence un petit peu par d'où ça vient tout ça. Et alors je ne sais pas si vous savez d'où vient le fameux intelligence artificielle. Le terme il a été posé en 1956. Donc, quand on parle souvent d'accélération de la technologie, c'est vrai. Quand on voit toutes les accélérations qu'on a autour de nous, enfin l'histoire elle est quand même parfois un peu lointaine, parce que ce qui se passait en 56, moi j'étais pas né en 56, ma grand-mère était toute fringante, voilà, donc vous voyez c'est une autre époque. Et donc là, il y a des gens qui sont devenus très célèbres d'ailleurs. Minsky, par exemple, parce que moi, c'est un nom qui m'a toujours... Ou Claude Shannon, par exemple, la théorie de l'information. Ils ont posé en 1956 un séminaire qu'ils ont appelé intelligence artificielle. C'est ça vraiment la pierre fondatrice, en fait. Alors qu'il y avait déjà eu des travaux, et alors après, quand on remonte, on peut s'apercevoir même qu'il y avait eu, même jusqu'au XVIe siècle, il y avait déjà des gens qui parlaient d'intelligence artificielle. Il y avait déjà eu des robots qui avaient été trafiqués d'ailleurs. Vous connaissez cette histoire du joueur d'échecs, en fait, qui était un faux joueur d'échecs avec des trucs à l'intérieur, et il faisait croire que c'était une vraie machine, alors qu'en fait, c'était tout simplement un jeu de cirque, quoi. Mais déjà, il y avait cette idée qu'il y a des machines qui allaient devenir intelligentes. XVIe siècle, hein, vous voyez, on n'a pas inventé grand-chose sur le mensonge. Et effectivement, on était dans une logique d'optimisme absolument délirant. Je veux vous lire alors après, les autres petites, ça c'est du Wikipédia, hein, c'est du sourcé, mesdames et messieurs. En 1958, notre ami, justement, ceux qui faisaient partie donc, de ce fameux séminaire, ils ont dit « D'ici 10 ans, un ordinateur sera le champion du monde des échecs. » Voilà, ça avait été dit en 1958, en 10 ans, donc 68. J'étais toujours pas né d'ailleurs, et on reviendra là-dessus. Il y a eu une petite erreur d'appréciation sur la projection. Bon, mais, on reviendra dessus parce que je pense que chacun se rappelle qu'il s'est passé des choses autour de ces sujets-là. Parce que l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est vraiment les montagnes russes.
Moi, quand je suis arrivé, donc vous voyez, moi je sors de l'école d'ingénieur en 93. Ça c'est daté. Voilà. Je me rappelle de cette date-là. Les autres, je ne me rappelle jamais, mais celle-là, je me rappelle. Déjà, il y avait eu des cycles avant sur l'intelligence artificielle. Il y avait les fameuses années glorieuses après ces années 60, où ça avait été en accélération avec du financement. Puis dans les années 70, c'était retombé. Alors peut-être pas qu'à cause du LSD, mais enfin, en tout cas, c'était retombé. Et on n'y croyait plus. Et fin des années 70, à nouveau refinancement, plutôt non plus côté américain, mais côté japonais, pour ceux qui s'en rappellent, les années 80. Nos amis japonais, qui étaient ceux qui avaient repris un peu la dimension et la force sur l'informatique, comme on disait à l'époque, les fameux copies d'ordinateurs et tout ça. Bon, les PC qui étaient faits là-bas. Et l'idée même que le Japon reprenait les couvertures, allait racheter les États-Unis, parce qu'en fait, ils avaient plus d'argent que les États-Unis, donc les boîtes américaines ne valaient plus rien. Vous pouvez voir, il y avait des couvertures qui disaient le Japon va racheter. Comme aujourd'hui, on voit la Chine va racheter. Toujours cette idée de... C'est ça que je vous ramène à l'intelligence économique qu'il y a autour de ces questions-là. Et puis, grand fiasco, parce qu'ils promettent qu'il va y avoir des agents intelligents qui vont sauver tout le monde, qui vont répondre à tout, qui vont tout faire. Et puis, en fait, ils arrivent à pas faire grand-chose. Donc, c'est un énorme flop. Et quand moi, j'arrive dans les années 90, l'intelligence artificielle, elle n'a pas bonne presse. Et elle commence à remonter parce qu'on commence à faire ces fameux réseaux de neurones. Et alors, on reviendra sur l'action de théorie. On passe d'une grande théorie qui était plutôt symbolique, très rationnelle, on va dire plutôt très cartésien, à une théorie plutôt calculatoire, probabilistique. Et moi, c'est ce monde-là, en fait, que j'ai un peu mêlé à l'époque. Et à nouveau, l'intelligence artificielle reprend un peu de couleur. Pour, dans les années 90, à nouveau, pas avoir des promesses de dingue, retomber, c'était un terme qu'on n'employait plus du tout. Quand vous disiez « j'ai fait de l'intelligence artificielle », vous passiez pour, attendez, un truc qui ne marche pas, qui n'a jamais marché, qui ne marchera jamais. Et puis à nouveau, on est dans un cycle, après les années 2000, 2005, il commence à y avoir des choses qui tournent, on va y revenir sur l'histoire, et donc le monde change un petit peu, et il se passe des choses. Parce qu'en fait, quand on regarde d'où on vient, c'est pour ça que je parle vraiment de montagne et d'ascenseur émotionnel, et donc on est dans une phase un peu là d'excitation, profitons-en, c'est toujours agréable l'excitation. On a eu d'abord une grande première phase qui était effectivement d'essayer de structurer la question de l'intelligence par le sens, au sens le plus sémantique du terme. Voilà. Et puis ensuite, on est arrivé à l'idée, et alors ça c'est là-dedans où moi je suis arrivé, qu'il fallait transformer ça en agent intelligent. Vous voyez, on est vraiment très connexe avec ce qui se fait aujourd'hui. Et par exemple, dans les années 90, c'est ça, moi, la première boîte que j'ai lancée, on faisait des agents intelligents. Un truc qui s'appelait Dig Out for You, pour ceux qui ont connu. On a eu d'ailleurs un nombre de téléchargements d'usage à l'époque, parce que Internet arrivait en même temps. Il n'y avait pas Google, on ne pouvait pas chercher sur Internet, donc on avait fabriqué un robot intelligent qui cherchait à votre place. En faisant, tout simplement, de l'analyse sémantique à votre place. Et ça a eu un énorme succès, d'ailleurs ça a permis de faire grandir une boîte, on est monté jusqu'à plus de 100 personnes, on a été racheté par Thales, bon, une belle histoire. Et donc on voit que l'intelligence artificielle, elle avait déjà en fait des résultats économiques. Et à quoi servait ce système-là? Principalement à justement ce qu'on appelait la veille. Parce que dans les années 90, on parlait de veille, on ne parlait pas d'intelligence économique. Le terme intelligence économique arrivait plutôt sur la fin du cycle, et d'ailleurs pour un peu compliquer le problème. Parce qu'à partir du moment où l'intelligence est arrivée, tout d'un coup c'est devenu plus compliqué. Là, quand on faisait de la veille, on avait des gens qui avaient des métiers simples. Voilà, il y a vraiment eu un report à ce moment-là de réussite du secteur en tant que tel. Mais donc l'intelligence artificielle a toujours été très proche du monde justement de l'intelligence économique. Et pourquoi? Parce que les défis de rechercher de l'information sur gros volume, de prendre des décisions, sont des questions infiniment humaines. Alors le problème, c'est que l'intelligence artificielle, elle a des promesses, je pense que ça on vient de le comprendre, un peu inférieures à ça. Et donc elle est souvent, mais c'est encore, à mon avis, on est dans le même schéma, en retard entre la promesse où tout de suite on veut le maximum et la réalité qui des fois est déjà pas mal, mais enfin bon, comme on veut le maximum, finalement, la réalité apparaît des fois un peu triste. C'est cette histoire-là des montagnes russes que je voulais un petit peu vous illustrer. Mais il y a quand même des moments de sidération. Quand je parle de montagnes russes, à force de dire, et nos amis, là on va y revenir, oui, mais de toute façon, l'intelligence artificielle, ça c'est un truc de techos, de techie, vous inquiétez pas, les machines sont bêtes, elles resteront bêtes. Ben, un jour, il y en a, ce qu'on considère, dans l'Occident en tout cas, parce que, bon, et d'ailleurs on parlera de l'Orient après, tout d'un coup, là, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une machine qui était capable de battre le champion du monde. Alors ça fait toujours du mal à l'ego humain, le champion du monde. On a abandonné le physique depuis longtemps, parce qu'on sait que même le champion du monde de course, il court moins vite que tous les systèmes mécaniques. Enfin, l'intelligence, ça nous fait un peu plus de baume au cœur. Bon, gros choc en 97, à l'époque, quand ça arrive.
On ne peut pas oublier, c'est 97. Donc si on reprend nos amis, ils avaient fait une petite erreur d'appréciation. Et moi, j'aime bien ces erreurs d'appréciation parce qu'ils étaient tout excités, il ne faut pas leur en vouloir. On a toujours envie, quand on est dans un secteur, que ça se fasse tout de suite. Moi, par exemple, les réseaux sociaux d'entreprise, c'est mon monde depuis 2005. Ça y est, maintenant, ça se met un peu partout. J'ai mis 10 ans à dire, oui, il en faut. Vous voyez, il faut un temps infini aujourd'hui quand on est dans une technologie. 40 ans d'écart. Donc un facteur 4. Alors c'est vrai que pour un scientifique, un facteur 4, c'est pas très bon. On se tombe d'un facteur 4 sur un coût, sur un délai de projet. Enfin, qui dans sa vie s'est pas trompé d'un facteur 4 hein. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire qu'effectivement, prévoir le futur, c'est quand même une science un peu compliquée. Il n'empêche que c'est quand même arrivé. Moi, je garde d'abord le fait que ce soit arrivé plutôt que l'écart. L'écart, je le mets sous le fait que c'est comme quand on est chercheur et qu'on veut des financements, on a plutôt tendance à dire qu'on va guérir le cancer dans 5 ans. Si vous allez voir la puissance publique qui est élue tous les 5 ans et vous dites « je vais guérir le cancer dans 40 ans », il va dire « oui, monsieur, très bien. Et vous, dans combien de temps ?»« Combien, monsieur ?»« 5 ans. »« 5 ans, je finance monsieur. » Vous voyez ? Il a compris tout de suite d'ailleurs. Donc ça, c'est la réalité du fait que quand on a justement une pression économique, je reviens sur l'action économique de l'intelligence, forcément, on a tendance à augmenter les attentes. Et d'ailleurs, quand on parle d'augmenter les attentes, aujourd'hui, je voudrais vous revenir sur les impacts de cette intelligence justement artificielle sur nos métiers. Et après, je ferai un zoom un petit peu sur l'intelligence économique. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit, c'est que le monde est vraiment en train de changer et c'est une réalité. Par exemple, première chose, les voitures autonomes. Et là, on voit bien qui ça touche, tous les chauffeurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien comment, dans la sphère aujourd'hui publique, c'est un fait acquis que les chauffeurs vont disparaître. Parce qu'on ne touche pas les fonctions intellectuelles. Et on touche en fait les classes populaires. Et donc là, moi qui suis un semi-marxiste, je vois bien effectivement la façon dont l'intelligentsia s'accapare ces questions-là. Selon qu'on touche effectivement plutôt Kasparov, là tout le monde se crispe, parce que là c'est quelqu'un qui représente l'intelligence. Quand on touche les chauffeurs, on se dit écoutez, comme ça au moins ça fera des gens de moins en plus sur la route et puis ce sera plus simple. La désintermédiation, on voit bien qu'il y a justement une mise à distance. Alors après évidemment, si on pense aux robots, on va éliminer les coiffeurs. Alors pour ceux qui aiment les coiffeurs et les coiffeuses qui se font masser, bon, on se fera masser par d'autres bestioles. Mais on voit bien qu'il y a plein d'autres professions qui sont en risque. Et il y a une étude en particulier sur tout ce qui est relations clients. Et là, déjà, on commence un peu à toucher dans nos économies ce qu'on appelle les classes moyennes. Et donc là, ça commence à se crisper. Ce qui fait que d'ailleurs, il y a une crispation vis-à-vis de tous ces robots et tout ça. Tant qu'ils remplacent les caissières et les chauffeurs, finalement, ce n'est pas très grave dans nos sociétés. Quand on commence à monter, vous apercevez que vous avez une crispation, effectivement, du corps social. Et quand l'étude d'Oxford dit qu'il y a 47% des emplois qui sont substituables par les robots, alors là, tout le monde est en train de paniquer. Sauf que, en fait, il y a une étude qui a été faite assez minutieuse par un labo. Je vous donnerai après toutes les références pour ceux que ça intéresse. Ils ont regardé entre 2013 et 2016 combien il y avait eu de substitutions sur les emplois qui avaient été, et je vous donne ce tableau, alors juste pour vous le montrer, c'est l'étude de Frey Osborne, 2013, un truc très très minutieux. Ils ont pris tous ceux qui avaient une probabilité supérieure à les 10 premiers, ou les 20 premiers, je ne sais plus, qui avaient plus de 0,9 probabilité, donc 90%, d'être substitués par des robots. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on avait complètement raison. Il y a plein par exemple, bill and account collectors, tous les gens qui récupèrent des papiers, qui les scannent, qui chopent des numéros, qui font la somme. Enfin, il y a encore des gens qui font ça aujourd'hui. Ben, ceux-là, ils sont totalement remplacés. Il y a une baisse, si je vous montre ici, de moins 20% sur le nombre d'emplois. Et c'est une baisse de 20% sur 3 ans, donc c'est violent. Mais dans le même temps, alors qu'on avait prévu qu'à 94%, on allait remplacer les gens qui mettaient du ciment et qui allaient finir les toits, et ben là, il y a eu au contraire une augmentation justement du nombre de personnes employées dans ce secteur. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas juste parce que la machine peut avoir l'intelligence et qu'on se dit « ouais, mettre des tuiles, c'est vraiment un truc pas compliqué ». Sauf que faire monter un robot sur un toit, déjà qu'on n'avait même pas à le faire mettre sur du sol, en fait, aujourd'hui, c'est hors de portée. Et donc, vous rajoutez un peu de croissance économique et en fait, vous avez au contraire de la création d'emplois. Et après, l'étude a montré aussi que sur toutes ces choses-là, il y a toute la deuxième vague qui est qu'il faut créer des emplois pour les gens qui fabriquent les systèmes, les maintiennent. Et en fait, on se retrouve avec une économie, j'allais dire parallèle, pas au sens évidemment des malversations, mais une économie qui n'existait pas avant,
Comme, par exemple, pour ceux qui connaissent le marketing, tout est passé dans le web aujourd'hui, mais les gens qui faisaient du marketing avant avec du print sont passés aujourd'hui à faire du web. Alors, les métiers ont changé. Il y a souvent, on rebat les cartes. Ce qui était avant, les gens qui avaient des bonnes positions l'ont peut-être moins, mais il y a des fonctions qui, au contraire, sont plutôt recherchées. On rebat les cartes sociales et en fait, on s'aperçoit qu'on a besoin de, souvent, autant de monde parce qu'en fait, il y a besoin justement de gens qui fabriquent les systèmes qui vont être utiles pour les gens. Et c'est pour ça qu'il y a le fameux paradoxe où il n'y a jamais autant d'emplois que là où il y a des robots. Parce que finalement, vous avez de la valeur ajoutée. Là où les pays qui ne sont pas dans une dynamique de progrès s'enfoncent tout simplement dans l'incapacité d'avoir une croissance économique. Très simplement. Donc c'est intéressant de voir que finalement, on peut se faire peur, mais la réalité, elle est que ce n'est pas l'intelligence artificielle depuis donc maintenant 40 ans qui a diminué les emplois. Après, on peut trouver, il y a plein d'autres raisons, et plutôt géopolitiques. Et d'ailleurs, quand on parle d'intelligence économique, la question plutôt du bloc Est-Ouest qui s'est transformé en asiatique occidental me paraît par exemple plus pertinent que ces questions-là, largement. C'est un surdominant. Et d'ailleurs, les orientaux qui étaient à l'abri de la question de l'intelligence artificielle, parce que quand on était petit, on apprenait qu'on pouvait coder justement ces fameux systèmes de jeux d'échecs. Moi, j'ai codé des trucs où on essayait de fabriquer un joueur d'échecs. Et on avait aussi la même chose sur le Go. Et au Go, plus on codait, plus on faisait un algo intelligent, moins on gagnait. C'est un truc de fou. Hein. Aux échecs, plus on travaillait l'algo, on gagnait. Au Go, moi je sais que plus on essayait de faire un truc, moins il était bon. Il fallait qu'il soit naïf pour gagner. Et il a fallu des années de plus. Et le Go, c'est arrivé, je crois qu'il y a un an, c'est ça. D'ailleurs, par d'autres approches que celle calculatoire, un petit peu, calculatoire, rationnelle, on va dire, vue justement par les échecs. N'empêche que l'Asie aussi, avec son modèle peut-être un peu différent mental, a aussi eu son champion qui a été dématé. Donc ça renvoie tout le monde par contre dos à dos par rapport à ça, alors qu'il y avait aussi une espèce de petite guéguerre sur la capacité ou la culture, la profondeur de culture. Finalement c'est 1-0, enfin c'est machine 1, humain 0, ça c'est clair. Ça c'est un exemple que je veux ramener sur mon histoire. Je vous ai dit que moi j'ai une boîte qui s'appelle GenSpot, voilà, nous aujourd'hui on a plus de 200 clients, moi j'ai plein de commerciaux qui vendent nos trucs, et bien on a fait passer toutes nos datas à de l'analyse, du deep learning. Alors après, je laisserai les termes un peu chics, mais qui renvoient à des vraies problématiques techno-complexes, mais qui sont devenues extrêmement faciles à utiliser. Là, moi, j'ai passé mon fichier intégral de toutes les opportunités qu'on a eu business depuis 2015, donc ça fait 3 ans. Et le système m'a dit, bah voilà, c'est pas compliqué. Quand tu es dans telle situation, tu gagnes à 90%, là tu perds, là, voilà. Et avec quelque chose de total. On ne lui a donné aucune information. On ne lui a pas expliqué ce qu'était que vendre un système, un logiciel. On ne lui a pas expliqué quel était notre cycle de vente. On ne lui a pas expliqué ce qu'on faisait. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il nous a donné des critères évidents qu'on connaît tous, du genre, si vous avez un client qui a un budget, un projet, bah, vous allez vendre, sinon vous n'allez pas vendre. Bon, merci la machine, ça, je le savais avant. Mais il nous a donné des informations qu'on n'avait même pas imaginées sur, par exemple, des swaps de, si par exemple là, la personne, ça fait trop longtemps qu'on n'est pas en contact avec et que le commercial ne l'a pas relancé, alors que le panier moyen était faible, vous allez perdre. Si par contre vous le relancez, là vous allez gagner, par exemple. Et là, ce sont des décisions. Et donc là, on arrive, et c'est ça qui est intéressant, à l'idée de dire, je vais instrumenter mes commerciaux, je vais instrumenter finalement les personnes avec une capacité décisionnelle faite par la machine, parce qu'en plus, on a fait tourner ça, nous, sur toutes les opportunités en aveugle entre le début de l'étude et la fin, et la machine a eu raison à 95% sur les affaires qu'on allait gagner, celles qu'on a perdues. Donc ça veut dire que la capacité exploratoire dans une boîte comme moi c'est une PME, on est 16, on fait 1,5 million de chiffre d'affaires, je ne suis pas en train de parler de big data, vous voyez, parce qu'il y a aussi cette dimension-là souvent un peu fantasmée. Si on n'est pas un GAFAM, on ne peut plus rien faire. Si on n'a pas des données, on ne peut rien faire. Bon. La réalité opérationnelle, moi, dans mon contexte, est extrêmement pertinente. Et en plus, elle est à taille humaine. Ça reste encore un peu rugueux. C'est-à-dire que la personne qui m'a crougnoté les données, moi qui suis un peu à la fois techie, un peu matheux, je l'aurais fait, ça aurait été compliqué de me remettre à tout ça. Mais ça tourne sur des machines, c'est à la portée du monde économique. Donc ça veut dire que la force de prédiction par les machines, et sans rentrer, vous avez vu, j'ai fait exprès de ne pas rentrer sur le dialogue homme-machine, les petits bots. J'aurais pu vous parler du bot que nous on a mis dans GenSpot, on a mis un bot, on lui parle, il répond, etc. Justement, j'ai voulu sortir de cet angle qui est un peu un angle, facile,
TF1 20h, on regarde, oh là là, ça on parle à la machine et c'est Google qui nous écoute, pour dire, en fait, les sous-jacents de tout ça, c'est tout simplement l'automatisation de notre corps qui se prolonge, et notre corps, il contient l'esprit. Donc, quelle partie de notre esprit on peut prolonger? On a prolongé un peu notre bras, un peu nos jambes. Là, on prolonge une partie de l'esprit. Par exemple, on prolonge la partie de decision making. Qu'est-ce que je prends comme décision, étant donné un contexte? Et là, on voit bien comment on peut hybrider. Moi, le next step, c'est pas compliqué, c'est de prendre ma force commerciale et de dire, écoute, on va te donner des indicateurs. La machine te dit, là tu es dans le rouge pour ça. Après, tu fais ce que tu veux, parce que l'intelligence, c'est aussi savoir sortir du cadre. Bon, donc il faut y penser. Et alors pour l'intelligence économique, donc là je vous sors la cartographie des métiers de l'IE de vos amis, je crois que c'est l'IE, c'est la guerre économique, c'est ça qu'on fait ça, et qui donne tous les... non, je crois que c'est la EGE. Voilà. Il donne, alors on voit bien, il y en a partout. C'est pour moi un des problèmes de l'intelligence économique, c'est que c'est devenu un concept tellement large que c'est difficile après d'en faire des métiers faciles à comprendre. Il n'empêche que si on prend gestion du risque typique, aujourd'hui, face aux situations, vous reprenez ce que je vous ai raconté sous l'angle commercial, avoir une gestion de risque automatisée par du calcul, c'est complètement aujourd'hui dans les cordes des systèmes. Et ils sont d'ailleurs objectivement plus pertinents sur les grands cas. C'est-à-dire que s'il s'agit d'avoir beaucoup de cas, c'est clair que là, la machine elle a un effet de capacité de répétition que les humains n'ont pas. OK. Si je prends la question, par exemple, de tout ce qui est recherche dans les bases de données. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas mystère. On sait bien que Google, qui a finalement un peu mangé de manière directe ou indirecte tous les outils de veille, de recherche qui pouvaient exister, est en soi un système qui fonctionne avec du deep learning, avec justement des remontées de ce que font les utilisateurs. Il prend toutes ces données-là, et il n'est pas du tout seulement basé sur son algo de PageRank comme il l'a raconté pendant des années. Il y a énormément de calculs qui sont faits derrière pour justement apporter de l'intelligence à cette recherche. Donc là, sur l'intelligence artificielle, il y a énormément de choses. Et le dernier kilomètre, c'est effectivement qui nous parle. C'est-à-dire qu'au lieu de taper 3 mots-clés, on tape 3 mots-clés et dit oui, mais là tu me dis avocat, avocat quoi tu cherches un avocat? Non, j'ai faim. Ah d'accord, mais tu veux te faire livrer une salade avec des avocats? Non, je veux la faire moi-même. Ok, voilà, vous voyez, par exemple là, avocat, et on voit bien l'arbre des possibles qu'une intelligence artificielle peut faire pour tout simplement rajouter le contexte qu'on ne rajoute jamais assez avec 3 mots-clés, parce qu'on n'a quand même que 10 doigts. Et si vous prenez chacun des éléments, c'est hyper intéressant, ça mériterait d'ailleurs, là pour le coup, mais ce n'est pas dans le temps qui nous est imparti, mais moi je me suis amusé intellectuellement. Vous prenez chacun des points et franchement, vous avez des trucs de dingue. Par exemple, communication d'influence. Voilà. Aujourd'hui, être capable de sortir grâce ce qu'on appelle le graphe social, quels sont les influenceurs qui sont connectés à qui est connecté à M. Bondu? Alors beaucoup de gens sont connectés à Jérôme. Bon, il n'empêche que vous verrez des signaux apparaître. Et si vous commencez à prendre une problématique, Jérôme, et puis que vous dites « ouais, mais moi, ma force, elle est là dans mon réseau », vous avez des capacités calculatoires, y compris pour savoir quel message il faut dire à quelle personne pour aller toucher votre objectif. Aujourd'hui, en fait, les gens qui font du lobby font ça de manière intuitive. Voilà, c'est des bricoleurs. Alors par contre, c'est des bricoleurs qui vont à la Chambre des députés avec des jolis costards. Moi, j'en ai croisé hier parce que j'étais au Sénat hier soir. Ils sont très très bien. Et ces gens-là s'imaginent à des milliards de kilomètres, par exemple, du problème de l'intelligence artificielle. Sauf que vous mettez un petit peu de calcul sur des données très publiques aujourd'hui, parce que justement, la sphère d'influence est souvent quand même aussi sur des choses qui sont finalement publiques quand on y réfléchit. Et bien tout d'un coup, ils ont beau avoir des beaux costards, la machine va les transformer en OS. On leur fera faire le dernier kilomètre pour aller faire le déjeuner, mais c'est plus eux qui décideront d'entretenir le réseau qui va bien. Donc on voit bien qu'il y a des métiers, y compris, et je reprends, c'est pour ça que j'adore le slide d'avant, et je vous l'ai laissé intégralement pour que vous l'ayez après. Ces gens-là, par exemple, qui font du lobby à très haut niveau, sont persuadés que c'est les charpentiers qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Vous leur demandez, bien sûr, dans un cocktail, ils vont vous dire, bien sûr, c'est sûr, pour ces pauvres gens, ça va être difficile. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que c'est peut-être pour eux que ça va être le plus compliqué. Et ça, c'est moi, je trouve, toute la force de l'innovation, parce que l'intelligence artificielle nous renvoie à l'action de l'innovation, dans lequel les ruptures ne sont jamais celles qu'on attend. Ou plutôt, ceux qui sont disruptés ne sont pas ceux qu'on attendait au premier chef. Et c'est ça, moi, qui, en tout cas, me paraît toujours réjouissant, parce que je suis toujours plutôt sur la logique du mouvement que celle du conservatisme, pour ceux qui me connaissent. Donc, je suis plutôt de ce côté-là.
Alors l'IA en chiffres, avant de revenir au rapport Villeni, et je finis là-dessus, c'est quand même assez costaud parce qu'en fait, on a une culture autour de l'intelligence artificielle. On aime ça, on en fait depuis longtemps. Justement, la famille autour du traitement du langage naturel, parce qu'il y a toujours le débat, intelligence, langage. Finalement, à partir de quand on fait de l'intelligence artificielle, on traite aussi l'action du langage, ou traiter le langage, c'est traiter l'intelligence. Enfin, sont compris des questions philosophiques. On a énormément d'écoles d'ingénieurs qui travaillent là-dessus. Là, j'en ai parlé tout à l'heure, les petits réseaux sémantiques. On a fait une école où il y avait ça de manière assez permanente, alors qu'encore une fois, le marché n'était pas là. On était plutôt dans une question de recherche par rapport à ça. Et donc, fort de tout ça, on a Monsieur Villeni, quelqu'un qui est quand même avec une certaine personnalité, tout à fait d'ailleurs respectable, un mathématicien extrêmement intelligent, a pondu un rapide rapport. Moi, j'ai fait une rapide analyse, ça fait quand même 235 pages. Et là, on retrouve tout le classique de ce que sait bien faire la France. On auditionne plein de gens et c'est la foire à tout ce que les gens peuvent dire sur le sujet. Je pense que 9 fois sur 10, les rapports de ce type-là seront utiles aux historiens. En fait, on fabrique des archives mémorielles du présent. On dit toujours qu'on ne fait pas assez de KM. Avec les rapports français, vous inquiétez pas, vous avez exactement tout ce que pensent les gens à un moment T, écrit, noir sur blanc, bien documenté. Donc on pose cette question-là, et alors toujours avec les mêmes trucs. Ah, la France, qu'est-ce qu'on est intelligent, on a des cerveaux, mais ils s'en vont, puis on ne vend pas, etc. Bon. On retrouve ça systématiquement. Alors après, ça mériterait vraiment, on pourra parler du débat, un autre point. Mais si on en revient sur notre conférence, finalement, au-delà de cette répétition d'un schéma sur l'innovation en France, il y a 4 secteurs qui sont visés, dont un qui est la défense, et là on touche l'intelligence économique, mais encore une fois par le côté barbouze et pas par le côté positive business. C'est vraiment intéressant de voir qu'on alimente plutôt l'école de guerre économique plutôt que la vision américaine de l'intelligence économique vue comme une arme économique pour le marketing et pour le business. Ça, c'est aussi intéressant. Donc, on risque encore d'avoir un cycle d'intelligence qui va aller vers ça. En tout cas, moi, c'est mon analyse. Et 4 plans qui sont mis en avant. Et ce qui est intéressant, regardez, mettre le data au cœur de l'IA. Donc là, il y a beaucoup de choses intéressantes pour contrebalancer l'idée qu'effectivement, on n'a pas assez de données en Europe et en France en particulier. Très bien. Un vrai point sur la question du réseau de recherche, et d'ailleurs pour voir à quel point ces gens-là sont indigents par rapport à leurs homologues américains, et après on s'étonne effectivement qu'il y a une fuite des cerveaux, on s'étonne effectivement qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils n'ont même pas les ordinateurs qui vont bien quand c'est chauffé chez eux. Enfin, il y a un côté un peu disproportionné, alors qu'on est quand même une des nations, paraît-il, assez... Donc là, il a fait un bilan assez clair de ça. L'impact sur l'emploi et la formation, et là on retrouve tout le fait de préparer au futur métier, préparer à cette disruption parce qu'il y a des pans entiers qui vont peut-être disparaître. Donc je pense que ça c'est le côté social qui rejaillit un petit peu. Et puis une dimension éthique, écologique et d'inclusion sociale, c'est-à-dire justement le côté sociétal, ok, il y a l'emploi et en plus ça touche plein de problèmes éthiques. Vous avez vu ces histoires, par exemple là il y a eu une ouverture, par exemple il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, d'une maison close à Paris de robots sexuels. Et là, tout d'un coup, ah ben oui, mais c'est pas une vraie maison close, ça. D'aller tripoter des objets, vous avez le droit. Moi, je peux tripoter mon truc pendant... Il n'y a pas de loi qui m'interdit de le faire. Et là, tout d'un coup, il y a une espèce de vide juridique. Voilà. Donc, toute la problématique d'éthique derrière ça. Mais c'est aussi l'éthique de pourquoi vous auriez une machine, à un moment donné, si elle est pilotée par Vinci, quand elle vient chez vous, elle va vous poussez à faire je ne sais quel déploiement immobilier. Puis si elle est financée par contre par Bolloré, il va vous amener à investir dans les mines de charbon en Afrique. C'est-à-dire que la puissance économique qui est derrière peut avoir une âme, et on le sait bien, les algorithmes sont infiniment politiques. Donc qui détient l'algorithme, donc l'intelligence artificielle, détient aussi le pouvoir. Donc il y a toute une question d'éthique, et donc il promeut l'idée d'une espèce de transparence, d'open source, de vision un peu... et alors, qui est très d'ailleurs siècle des Lumières, d'ailleurs comme il ressemble là-dessus. Moi je trouve d'ailleurs ça très intéressant d'un point de vue humaniste et politique. Par contre, quand on regarde la dimension économique pure, elle est très faible. Les moyens sont faibles, donc on voit bien qu'on n'a pas forcément la capacité et de notre ambition sur ce terrain-là. Peut-être que l'Europe l'aura, ce que j'espère. Au moins en tout cas on peut dire que c'est un minimum qu'un gouvernement s'intéresse à ça au moment où c'est chaud, et pas 10 ans plus tard, comme ça arrive malheureusement trop souvent dans notre pays. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé aux réseaux sociaux quand ils étaient déjà déployés. Donc là, on s'intéresse
avant le grand déploiement. Mais les moyens sont-ils en face? Moi, je trouve qu'on est quand même qu'à mi-chemin. Parce qu'en fait, si vous comparez, on va continuer à mettre 100 fois plus dans le nucléaire que dans l'intelligence artificielle, alors qu'il y aurait peut-être des questions à se poser sur une transition un peu plus brutale et un peu plus directe vis-à-vis de ça. Mais typiquement, les gens qui sont autour de... Regardez les noms qui sont autour des rapports, tous des grands corps d'État, tous des gens qui viennent de l'IX, l'ENA, etc. Ces gens-là sont plutôt dans une logique de ne pas bouger trop leurs copains qui sont assez installés à la tête de tous ces instituts, plutôt que d'aller faire de la disruption avec l'intelligence artificielle. Eh oui, ça c'est les petits jeunes, donc bon, on leur donnera des grosses cacahuètes par rapport à d'habitude, mais quand même des cacahuètes. Donc voilà la France, dans ce cas-là, et je reviens au point 1, ah bah oui c'est classique, et on ne comprend pas pourquoi la France a du mal économiquement sur le terrain numérique à devenir dominant. Bah, c'est juste parce qu'elle ne se donne pas forcément l'ambition et la capacité de le faire. Et là c'est vraiment des questions d'intelligence économique qui n'ont rien à voir avec la technologie, mais uniquement sur les questions de priorité. Donc moi en tout cas c'est mon analyse politique du rapport Villani, même si on peut saluer à la fois le bonhomme, moi que j'aime beaucoup, je suis content de voir un chevelu enfin au gouvernement, et l'envie qu'il y a derrière. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à François-Régis pour la partie Deep Inside. Merci. Bonjour, donc moi c'est François Chaumartin, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Proxem, que j'ai créée il y a 10 ans, et qui est un éditeur de logiciels spécialisé en premier dans le fait de transformer des grandes quantités de texte en data. Et pourquoi est-ce que je me suis lancé dans cette aventure et pourquoi je la poursuis depuis 10 ans? C'est en partant d'un constat simple, c'est qu'on a besoin de data, ou en tout cas d'informations pour prendre des décisions. Et là où le bas blesse, c'est que la majorité des data aujourd'hui sont dans du texte, sous forme de données non structurées. Et il faut arriver à transformer du texte en données pour disposer d'un nouveau canal de données et prendre des décisions. Donc évidemment, ça c'est important en intelligence économique. À date, on a réussi plus de 150 projets. On est sur des technologies qui nécessitent beaucoup de R&D. On a un facteur objectif aujourd'hui qui est dans l'univers des petites sociétés qui font de la sémantique en France, on est devenu la plus importante, et on a le plus de publications scientifiques. Le logiciel qu'on propose permet soit de se connecter à des textes internes, que ce soit dans une GED, que ce soit dans un wiki, que ce soit dans un système de fichiers, soit d'aller chercher sur le vaste web où est-ce qu'on parle d'un certain sujet. Et surtout, une fois qu'on a des dizaines de milliers de documents, d'arriver à créer un analyseur sémantique sur mesure pour traiter le corpus qu'on a besoin de traiter. C'est ça en fait le goulet d'étranglement classique, qui classiquement nécessitait des projets avec plusieurs mois de travail. Et donc on a travaillé pendant 10 ans pour rendre ça le plus rapide possible, et notamment grâce aux apports de l'apprentissage profond. Et c'est ça que je vais expliquer dans les prochaines minutes. Et une fois qu'on a un analyseur sur mesure, on transforme du texte en data, et donc après on peut permettre de la visualiser, de l'explorer, de vérifier des intuitions, de faire des calculs pour trouver des corrélations, pour arriver à trouver des choses intéressantes, et au final pour diffuser de l'information. Donc l'enjeu c'est d'obtenir une bonne information pour prendre de meilleures décisions. Autant les machines échangent des data, autant nous, en tant qu'humains, comme on est en train de le faire, on se parle, on se comprend plus ou moins, on module l'humour, l'ironie, etc. Et donc l'enjeu c'est de transformer finalement du texte en data. Alors, comprendre du langage humain, il y a un vrai paradoxe, c'est qu'on est tous en train de se parler, et on oublie qu'on a épuisé la patience de nos parents pendant 3-4 ans avant de savoir parler notre langue maternelle, et on a fait 15 ans d'études avant de savoir faire du résumé de texte. Plus 5 ans de professionnalisation en enseignement supérieur avant de savoir faire de la veille économique. Donc c'est peut-être pas si évident. L'intelligence artificielle universelle, globale, absolue, aujourd'hui ça n'existe pas. Ce qui existe est ce qu'on appelle des intelligences artificielles faibles, capables de résoudre une tâche, de traiter un problème très spécifique. En langage clair, l'intelligence artificielle, c'est plus artificiel qu'intelligent. Et encore pour longtemps, ceux qui disent le contraire, je pense, confondent science et science-fiction. Donc ça, c'est le côté un petit peu rassurant. Donc on essaye de se ramener à des tâches élémentaires qu'on va pouvoir résoudre unitairement. Alors dans le domaine du traitement du langage, là on ne le voit pas forcément parce que c'est petit, mais on a des tâches très simples qui sont par exemple le fait de découper
un texte en phrase, ou bien le fait de faire l'analyse syntaxique de la phrase pour déterminer sujet-verbe complément, ou d'arriver à faire de la correction d'orthographe ou de la traduction automatique. Et l'ensemble de ces tâches est complexe et nécessite beaucoup d'efforts pour être à un niveau qui le rend utilisable. Et le carré magique en haut à droite, c'est des tâches qui sont suffisamment performantes pour être utilisables, mais qui ont également un intérêt du point de vue métier. Parce que découper un texte en phrases, ça ne passionne pas grand monde, si ce n'est les gens qui travaillent sur les fondements du moteur. Et donc dans le carré magique quelque part, on a identifié 2 tâches qui aujourd'hui sont utilisées à peu près tous les jours, qui sont la correction d'orthographe, on utilise tous ça au quotidien, la reconnaissance optique de caractères, et qui est devenue utilisable récemment en termes de qualité, c'est la traduction automatique. Et nous on a travaillé sur 2 tâches en particulier sur lesquelles je vais revenir, qui sont, à mon avis, pour des gens qui font de l'intelligence économique ou de la veille, les 2 tâches fondamentales. Ce qu'on appelle dans notre jargon la reconnaissance d'entités nommées, c'est-à-dire la capacité à reconnaître dans un texte qui, une personne, une organisation, une molécule, un lieu, une compétence, enfin quelque chose d'arbitraire sur lequel on a envie de donner un coup de stabilo-bus, et d'autre part de classer globalement le document dans un tiroir. Bon, l'analyse d'opinion étant un petit peu un mix de tout ça. Alors, sur ces tâches-là, globalement, la machine, maintenant, va pouvoir battre l'humain systématiquement. Pour vous donner un exemple très concret, connu, de traitement d'ambiguïté, un mot peut avoir plusieurs sens. En moyenne, un mot va avoir 2,3 sens. Un bon exemple, c'est le terme orange. Historiquement, c'est d'abord un fruit, c'est ce qui existe naturellement, et puis des gens ont nommé la couleur à partir du fruit. Il se trouve qu'une société dont le logo est de la couleur correspondante s'appelle de cette façon-là. Et puis on a également une ville dans le sud de la France qui porte ce nom. Sans oublier deux comtés aux États-Unis, une rivière en Afrique du Sud, etc. Dans un vrai problème, comme mettons l'analyse des avis de consommateurs, on peut très bien avoir des gens qui disent « J'ai acheté pour mon téléphone portable une coque de couleur orange » ou « J'ai souscrit mon abonnement dans votre magasin de la ville d'Orange ». Oui, donc, c'est pas si simple à résoudre. Et un problème encore plus compliqué, c'est que orange peut apparaître dans des mots composés, qui sont encore d'autres concepts, allant de l'orange à jus au jus d'orange, en passant par la confiture d'orange, la tarte à l'orange et le canard à l'orange. Et vous voyez, nous on équipe par exemple Auchan et d'autres grandes surfaces en analyseurs sémantiques sur les avis de consommateurs. Si on prend un système à base de mots-clés, le canard à l'orange, canard ça va être dans le rayon volaille, orange dans le rayon fruits, là où le canard à l'orange c'est autre chose, c'est dans le rayon traiteur, donc on glisse facilement de sens. Et je ne parle pas de l'agent orange, d'orange mécanique, etc. Donc, premier problème très concret, arriver à traiter les homonymes en séparant les sens des mots. Un autre problème également très concret, c'est la gestion des synonymes, des paraphrases, des quasi-paraphrases. En fait, et ça c'est la richesse du langage humain, on a 30 façons de dire la même chose. Orange, la plupart des Français l'appellent encore France Télécom. Les journalistes vont l'appeler l'opérateur historique, et si on analyse des cours boursiers, ça va être tel codisine. Donc il faut être en mesure de dire, tout ça c'est le même coup de stabilo-bus. Voilà un exemple concret. Alors comment est-ce qu'on fait concrètement si on soulève un petit peu le capot? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle vraiment concrètement pour traiter une tâche comme reconnaître un concept dans un document? Historiquement, comme l'a rappelé Alain, on était soit sur de la programmation faite par des informaticiens, soit sur des règles écrites par des linguistes, ou plus exactement des infolinguistes. Alors comment est-ce qu'on fait? On a un texte, j'ai acheté mon téléphone, j'ai souscrit mon abonnement Orange dans telle boutique, etc. On regarde un mot, on regarde quelques mots avant, quelques mots après, et en fonction de la présence de tel ou tel mot, on va activer tel ou tel sens. Par exemple, si j'ai abonnement, mobile, résiliation, il y a des chances que ce soit le sens telco. Mais on peut vraiment avoir, pour mon téléphone portable, j'ai acheté une coque orange, de couleur orange. Voilà. Bon, la règle échoue. Vous voyez, on a des règles générales, des exceptions, exceptions. C'est les joies du langage humain. Ensuite, on a découvert l'apprentissage automatique avec comme principe de dire, un petit peu comme on le fait avec les enfants, on leur donne des exemples de ce qu'il faut faire et des exemples de ce qu'il ne faut pas faire, avec des schémas récompense-punition. Eh bien, on va soumettre à la machine des exemples positifs de un sens de orange
et des exemples d'autres sens de orange, et la machine va essayer de trouver tout ça automatiquement. Le problème, c'est que ça nécessite en amont de préparer pour la machine des milliers d'exemples, de façon à atteindre un volume suffisant pour que la machine soit en mesure d'apprendre. Donc c'est le travail que nous, en tant que parents, on fait par rapport à nos enfants. On leur dit oui, non, explicitement. Et puis plus récemment, et ça date d'il y a moins de 10 ans, d'une façon opérationnelle, on se rend compte qu'avec le retour des réseaux de neurones, alors qu'on avait, quand on était jeune ingénieur, avec Alain, on s'est connus en école d'ingénieur il y a longtemps de cela, et on se retrouve aujourd'hui, avec suffisamment de volume, on arrive aujourd'hui, avec des techniques à base de réseaux de neurones, à trouver automatiquement des choses qui partagent des similarités et à apprendre des concepts, et ça, c'est un petit côté magique. Alors juste pour revenir un instant sur l'exemple de l'apprentissage automatique, exemple très très concret de la vraie vie, sur un corpus de grande consommation. Vous voyez, la tâche précise, c'est de reconnaître dedans, par exemple, des marques et des produits. Par exemple, on va fournir à la machine des informations comme merguez est un produit, barbecue est un produit, sommier et matelas également, et en revanche, Garnier et Roger Gallet sont des marques. On étiquette ça à la main sur des milliers d'exemples, on fait passer ça dans la machine. Et avec de l'apprentissage classique, la machine va être en mesure d'inférer un certain nombre de choses. Par exemple, la machine va se rendre compte qu'après le terme marque, et notamment si ça démarre avec une majuscule, il y a de fortes chances que ce soit vraiment une marque. Oui, Prime Gris, je ne connaissais pas. Et plus intéressant, la machine va être en mesure de détecter que je voulais commander quelque chose, c'est probablement un produit. Alors vous voyez, automatisme pour portail, je ne l'aurais pas mis en premier comme produit, je n'aurais pas pensé forcément spontanément. Et encore plus intéressant, la machine va être en mesure de challenger le système, étiqueté par des humains, en disant bah là le produit c'est peut-être pas du lait qu'on boit, mais du lait après soleil. Et de même ici, c'est pas du parfum avec lequel on se parfume, c'est parfum gingembre qui serait autre chose. Et donc en termes de démarche, là on va être dans un schéma où l'humain travaille en premier beaucoup, et la machine vient regarder comment compléter le travail humain, et donc on est dans une boucle de rétroaction qui est intéressante. Nous, on croit beaucoup dans le fait de garder de l'humain dans la boucle pour avoir de l'intelligence augmentée, plutôt que de l'intelligence artificielle froide, complètement automatique. Ça. En fait, ça ne marche pas, à moins de mettre d'énormes moyens dessus. L'exemple de Deep Blue ou de Deep Thought qui a battu Kasparov aux échecs, il ne faut pas oublier qu'IBM avait dit « vous avez des moyens illimités » à l'échelle d'IBM dans les années 90. Beaucoup, beaucoup d'argent. De même aujourd'hui, la voiture autonome, c'est une tâche de très très haut niveau, mais vous remarquerez qu'il y a 3 industries qui poussent dessus. Les GAFA, typiquement Google, les constructeurs automobiles, l'une des premières industries mondiales, et occasionnellement les assureurs, qui sont très intéressés d'avoir une diminution des morts sur la route, parce qu'un mort, ça coûte 1 million d'euros. Et on ne sait pas si les primes d'assurance baisseront. Bon, c'était une parenthèse. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement que la nouvelle génération d'apprentissage automatique qui dispense d'avoir à faire cet étiquetage manuel préalable? Eh bien, c'est le retour des réseaux de neurones. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est très compliqué. C'est beaucoup de probabilités, c'est des maths au-delà de ce que l'on voit en maths sup et en maths spé, y compris des maths récentes. Pour trouver une façon facile de le comprendre, on peut se référer à une BD bien connue, dans laquelle, avec notre vieux cerveau d'humain, quand on va tomber sur un mot masqué, de type « c'est schtroumpfant à la fin, chaque fois que je lève ma brouette, il pleut », je vais inférer en contexte que ça veut dire « c'est agaçant à la fin, c'est énervant à la fin », donc je vais inférer toute la classe d'équivalence des choses plus ou moins énervantes. Et c'est exactement ça l'apprentissage profond. Concrètement, pour prendre un exemple sur des images avant de revenir sur des exemples sur du texte. L'idée, c'est de présenter à la machine, en entrée, des millions, voire des dizaines de millions de photographies par exemple. Et en utilisant ce qu'on appelle des réseaux de neurones, la machine va analyser les pixels de l'image, mais d'une façon obsessionnelle et massivement parallèle, en faisant ce qu'on appelle de la convolution. Il va regarder tous les petits bouts de façon à trouver des zones où il y a des ruptures, et progressivement, le système va arriver à faire en sorte que tout ce qui ressemble à une voiture arrive sur le même neurone. Et sur des tâches de ce type, reconnaissance d'image, reconnaissance d'écriture, d'écriture manuscrite, lecture sur les lèvres, reconnaissance faciale, aujourd'hui, la machine bat l'humain systématiquement. Donc ça, c'est quand même quelque part un petit peu la mauvaise nouvelle, c'est que sur la plupart des tâches élémentaires, la machine va faire mieux. Typiquement, sur une image de ce type,
Là, je devine, les 4 ronds, je devine que c'est une Audi. En revanche, le fait de dire que c'est une Audi A7, je ne connais pas ces Audi pour pouvoir le dire. Comment ça fonctionne concrètement un réseau de neurones au final? On va soumettre plein d'exemples à la machine, et au départ, il faut voir notre intelligence ou l'intelligence machine comme étant un grand drap couvert. Quand on est enfant, on va voir en permanence un certain nombre de choses régulièrement. On va voir régulièrement le visage de maman, papa et maman, une notion un petit peu abstraite qui est le bateau, le vrai bateau ou le jouet bateau. Et progressivement, ça va nous créer des attracteurs qui sont des souvenirs. Et quelque part, quand un nouvel exemple arrive, on peut considérer que c'est une boule qui, du fait de la gravité, à un moment donné, hop, va tomber dans la zone la plus proche qui correspond à un souvenir. Et ça, c'est le point qui fait la différence entre apprendre par cœur, parce qu'on ne peut pas apprendre par cœur tout, il y a trop de choses, et le fait d'apprendre et de généraliser le concept pour quand un nouvel exemple arrive, on arrive à le classer dans le plus proche. Souvenir connu. Et c'est cette magie qui fait qu'avec les réseaux de neurones, si jamais on nous présente un visage à moitié caché, eh bien, le système de descente va finalement faire en sorte de réessayer plein de choses et on va inférer le visage le plus probable correspondant. Si on revient à l'exemple du traitement du texte, aujourd'hui, très concrètement, dans notre labo de R&D à nous, qu'est-ce que l'on fait? En introduisant des milliards de mots en entrée, et sans aucun effort supplémentaire que mettre 1 milliard de mots en entrée, donc typiquement des Wikipédia, plus éventuellement des news, plus éventuellement des romans dans une langue, on va déterminer qu'un vocable ambigu comme orange va avoir 3 attracteurs, un qui va être lié à bleu, framboise, cannelle, menthe, donc là on va être plutôt dans les arômes, un qui va être associé à SFR, Free, Bouygues, abonnement numéricable, un qui va être associé à Orange Joker, Tropicana Jus, donc plutôt le sens jus, etc., etc. Et le système, apprenant ces différents contextes, quand on va avoir du vrai texte, il va savoir le classer dans la bonne catégorie. Et ça permet d'aller extrêmement vite. Donc finalement, dans un contexte d'intelligence économique où on cherche à traiter des grandes quantités de textes, on va chercher d'une part à comprendre un document localement, finalement, en reconnaissant des entités nommées, des lieux, des personnes, des organisations ou n'importe quoi d'autre, et également à classer globalement un document. Et ça, aujourd'hui, sur ces 2 tâches-là, la machine bat l'humain. Un exemple également important, c'est la notion d'analyseur générique par rapport à la notion d'analyseur sur mesure. Des analyseurs génériques, ça a l'avantage d'exister out of the box. On le prend, ça marche, sans se poser de questions. Si je prends un texte comme un texte d'un article pour enfants sur la paix à Brest-Litovsk en 1918, la machine va être en mesure de dire que la Russie, c'est la Russie, Lénine, c'est Vladimir Ilitch Lénine. Plus compliqué que guerre civile dans le contexte, c'est guerre civile russe. En ayant appris sur les Wikipédia, il arrive à donner des coups de stabilo boss par rapport aux données liées des entrées des articles de la Wikipédia. Plus compliqué, il va faire une classification globale en disant ce texte parle de l'histoire militaire russe, de la révolution russe, etc. Et ça fonctionne parfaitement d'entrée de jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les systèmes génériques vont bien marcher sur le type de document sur lequel ils ont été appris. Si jamais j'essaye de faire passer ça sur, mettons, un conte pour enfants, il va donner des coups de stabilo boss, mais ça n'aura pas beaucoup de sens. Évidemment, dans la langue considérée. Et donc c'est pour ça que c'est important de venir faire un effort pour avoir un analyseur sur mesure pour traiter un corpus, mettons, sur l'ultrafiltration, sur les usages nouveaux de l'oxygène, sur le marché cosmétique des produits pour enfants, etc., etc. Je vais vous donner un exemple de projet que nous avons mené il y a 1 an et demi pour un mouvement politique qui n'était pas connu il y a 2 ans, qui n'existait pas, qui s'appelle En Marche, qui a fait en porte-à-porte un recueil des attentes des Français par rapport à la politique. 25 000 Français y ont répondu sur 8 questions ouvertes. Quelles sont vos attentes par rapport à la politique? Qu'est-ce qui marche en France? Qu'est-ce qui doit être amélioré? Votre pire moment, votre meilleur moment, votre source d'espoir, etc. Donc tout ça, ça représentait 1,5 million de mots fournis sous forme d'une feuille Excel. Bon, 3 fois le volume de Guérépet, donc à lire, c'est long. Et donc on est venu mettre en place justement des systèmes qui à la fois permettaient de partir des documents avec une approche bottom-up pour découvrir vraiment ce qui avait été exprimé, et à la fois parce qu'on s'attendait à trouver un certain nombre de choses dans une approche top-down, à trouver des choses relatives à la protection sociale, à la famille, à l'économie, à la politique, au système éducatif, à l'accès à l'emploi, etc. Et donc nos systèmes permettent
avec 2-3 itérations, d'avoir rapidement à la fois un extracteur d'entités et un outil de catégorisation sur mesure. Vous voyez, l'exemple d'Orange que j'ai cité tout à l'heure, on peut se poser la question, est-ce que c'est un exemple pour universitaire? Est-ce que c'est seulement un problème académique? Ben non. Même un terme qui a l'air banal comme proximité, on va le retrouver dans commerce de proximité, police de proximité, la proximité des politiques vis-à-vis des citoyens, l'agriculture de proximité. Et ces concepts-là vont eux-mêmes être repris par d'autres façons de le dire. Par exemple, commerce de proximité, on va dire petits commerçants, les commerces de centre-ville. L'agriculture de proximité, c'est circuit court ou AMAP. Et donc, vous voyez, toute cette richesse-là, il faut arriver à bien la capturer. Et une fois qu'on a tout ça, eh bien, on vient justement donner énormément de coups de stabilo-boss sur un texte, le classer, et après, on est en mesure de faire des calculs, des corrélations, de l'analyse de séries temporelles, pour voir des choses qui auraient échappé à n'importe quel œil humain sinon. Alors juste pour finir sur le concept, vous voyez, si on arrive à transformer un document unitaire dans un petit paquet de data, comme c'est automatisé, on peut faire ça sur 1000, 1 million de documents, on se retrouve avec des millions de petits paquets de data, et donc après, on peut vraiment faire du data mining pour trouver de l'information, faire de la data visualisation, etc. Alors les systèmes big data sont quand même connus notoirement pour générer un petit peu de bruit. Bon, il faut pouvoir traiter différents types de sources en entrée, potentiellement également traiter différentes langues. Ça, c'est l'une des limites que nous, on a en tant qu'humains. On parle notre langue maternelle, l'anglais business, peut-être une autre langue européenne. Mais dans un monde globalisé, c'est intéressant d'être à l'écoute des signaux faibles qui vont venir de Russie, de Chine, du Brésil, sur de l'innovation, qui pourrait disrupter un marché, etc. Et là, la machine peut énormément augmenter les capacités d'un humain en l'aidant à comprendre des documents qui ne lui sont pas accessibles parce qu'il ne les parle pas. Alors juste un exemple, disons, de l'étape d'après pour faire du prescriptif ou du corrélatif, du prédictif. Là, par rapport au corpus, disons, dont je viens de parler, je filtre sur nucléaire. Donc on voit qu'on va avoir aussi bien des choses qui vont parler d'industrie nucléaire, d'industrie de pointe, que de transition énergétique, sortir du nucléaire, déchets nucléaires. Et donc, en faisant de l'analyse d'opinion d'une façon transverse, eh bien, on se rend compte, ce n'est pas une surprise, que sur la problématique du nucléaire, la perception est positive du point de vue économique et négative du point de vue écologique. Oui, ça ne crée pas de scoop, mais c'est rassurant de voir que la machine est capable de redécouvrir ça. Et en revanche, la machine a permis de montrer plein de choses qui échappaient à l'œil nu sinon. Bon, data visualisation, etc. Bon, pour finir un petit peu sur ma conclusion à date, bon, ça fait 10 ans que je mets en œuvre avec mon équipe des systèmes d'apprentissage automatique et 3-4 ans qu'on fait de l'apprentissage profond. Finalement, je pense vraiment que la messe est dite. Aujourd'hui, sur la plupart des tâches élémentaires, la machine va battre l'humain du moment qu'on fait un effort quand même pour mettre des moyens sur la table pour traiter la tâche en question. Mais ce qui me semble également indispensable, c'est de garder l'humain dans la boucle. Parce qu'aujourd'hui, ce qui marche bien, c'est la machine propose et l'humain dispose en validant. Parce que sinon, la machine va vous ressortir plein de corrélations de type « à Noël, on mange plus de foie gras ». Ça, c'est du scoop, vous voyez. Donc on arrive à trouver des choses quand même plus intéressantes, mais il faut que l'humain puisse séparer ce qui est intéressant au sens déjà connu de ce qui crée de l'intérêt parce que c'est nouveau. Les impacts économiques et sociaux, Alain, on a pas mal parlé. Sur le plan éthique, une vraie question, c'est Big Data versus Big Brother. Exemple, l'audition de Mark Zuckerberg au Sénat américain. Alors je précise, nous ne sommes pas le Cambridge Analytica français. Nous ne travaillons que sur des données publiques. On ne va pas aspirer des choses qu'on n'aurait pas le droit d'aspirer. L'éthique, c'est quelque chose d'important. Effectivement, il y a des incertitudes sur les métiers. Les emplois ne seront pas détruits, mais en tout cas, ils seront impactés d'une façon ou d'une autre. Et moi, ayant 3 filles qui grandissent, qui vont vivre au XXIe siècle, dans une société où le contact avec la machine va être permanent, je leur apprends le bon sens et le sens critique. C'est-à-dire être en mesure de challenger ce que la machine va dire, parce que c'est pas forcément vrai. Voilà, il faut garder ce sens critique-là. Et en revanche, d'une façon tout aussi évidente, les acteurs économiques qui ne vont pas s'adapter vont être ubérisés très clairement. Et là, Alain l'a très bien dit, on a potentiellement un risque de balkanisation dans notre vieille Europe et notamment en France, si jamais on ne cherche pas à être les meilleurs sur le marché mondial. Aujourd'hui, les Chinois sont numéro 1 au monde sur la reconnaissance faciale. Vous allez à Pékin, vous avez des caméras partout. Le gouvernement chinois considère qu'il est de son devoir d'éduquer le peuple à respecter les règles.
On peut payer aujourd'hui en Chine par reconnaissance faciale, même plus besoin de Apple Pay. Il y a même des dérouleurs de papier toilette par reconnaissance faciale, au sens où vous ne pouvez pas revenir toutes les 10 minutes prendre un rouleau entier. Enfin voilà, et eux, ils n'ont pas de régulation très forte, ils n'ont pas les CNIL, ils n'ont même pas la régulation américaine qui est légère. Et au contraire, le gouvernement encourage à la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, les téléphones chinois sont ceux avec lesquels on se déverrouille simplement par le visage. Ils sont en avance sur Apple sur ça. Et donc ma conclusion, qui date de 1953, donc citation d'Isaac Asimov, il faut garder la foi en notre vieux cerveau d'homme, notre plus grande richesse et notre génie créateur. Voilà.